La première lumière de l'aube filtrait à travers les grands pins lorsque Shadow s'immobilisa net, une patte encore levée. Ses oreilles, abîmées par les années, se dressèrent soudain, captant un son inhabituel, une note étrangère qui n'appartenait pas à son sanctuaire forestier. 3 années passées dans ces bois lui avaient appris à faire la différence entre le froissement des feuilles sous les sabots d'un cerf et les mouvements plus lents, plus calculés d'un être humain. Et les humains, lui, ne lui avaient laissé que des cicatrices. Une plainte légère se mêla au souffle du vent matinal. Les muscles de Shadow se tendirent aussitôt, ses instincts se forgeaient par les combats hurlant au danger. Pourtant, ce bruit-là, faible, vulnérable, n'avait rien à voir avec les menaces qu'il connaissait. Ce n'était pas un prédateur. C'était quelque chose de cassé, ou pire, abandonné. Appalant, presque invisible, il s'avança dans la brume tiède, son corps glissant entre les fougères, silencieux comme une ombre. Et puis il la vit, une silhouette minuscule effondrée au pied d'un vieux chêne noueux, un enfant, une fillette, inconsciente, vulnérable, seule, le souffle irrégulier, fragile. Shadow sentit son propre rythme cardiaque s'accélérer. Chaque battement réveillait la douleur de souvenirs gravés dans sa chair. Les coups, les chaînes, les aboiements transformés en hurlements de douleur. Il hésita. Reculer aurait été logique, préserver sa sécurité, rester caché. Mais quelque chose de profond et d'instinctif, l'empêcha de tourner le dos. Ce qu'il fit ensuite allait bouleverser tout un village. Et plus encore, transformer 2 vies brisées à jamais. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire, en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. À l'écart du monde, au cœur d'un coin reculé du Montana, se trouvait Pine Hollow, un hameau de montagne aussi calme qu'une carte postale figée dans le temps. Ici, tout le monde se saluait, chacun connaissait les secrets, ou croyait les connaître, de ses voisins. Mais au-delà des sentiers bien balisés, dans les profondeurs de la forêt qui encerclait le village, vivaient des mystères que personne n'osait vraiment explorer. C'est là, loin des regards, que Shadow avait bâti son refuge. Âgé de 7 ans, ce berger allemand n'était pas un chien ordinaire. Jadis, éclatant de force, son pelage noir était désormais parsemé de plaques décolorées, témoin d'années de douleur et d'abandon. Son corps, encore robuste, portait les stigmates d'un passé trop lourd. Morsures profondes, brûlures anciennes, cicatrices d'opérations clandestines. Même sa puce militaire, implantée sous la peau pour l'identifier, avait été arrachée. Il avait trouvé abri dans une ancienne station forestière abandonnée, aux murs de bois fendillés par les hivers. Là, il avait appris à survivre seul, traquer les lièvres, éviter les traces humaines, disparaître dès qu'un chasseur s'aventurait trop loin. Quelques habitants l'avaient aperçu, un éclair noir entre les arbres, des yeux ambrés dans l'obscurité, et avaient commencé à parler d'un chien fantôme. Une légende locale racontée dans les murmures du seul restaurant du village. Dans cette même bourgade, une petite fille nommée Emily Carter, 6 ans, tentait de s'adapter à une vie bouleversée. Depuis 2 mois seulement, elle vivait à Pine Hollow, après que le déploiement de son père en Irak, puis sa disparition, avait laissé un trou béant dans son monde. Avec ses cheveux dorés attachés n'importe comment et ses yeux tristes mais lucides, Emily portait le fardeau d'un enfant qui a déjà compris que les adultes pouvaient disparaître à tout jamais. Sa belle-mère, Madison, soignait soigneusement son image dans le village, tout sourire et bonne manière. Mais derrière la porte close de leur maison, l'ambiance se faisait pesante, trop pesante pour une fillette. Le shérif du coin, Noah Callister, ancien marine vétéran du Golfe, avait appris à flairer les incohérences. À 58 ans, il avait vu défiler trop d'histoires pour croire aux récits bien ficelés. Et quelque chose, dans les déclarations de Madison Carter, faisait grincer son instinct. De son côté, la vétérinaire du village, Dr Margaret Willis, avait toujours eu un faible pour les chiens de service. Ancienne de l'armée, elle aussi, elle avait soigné de nombreux chiens militaires avant de s'installer à Pine Hollow. Quant à Eleanor Carter, la grand-mère paternelle d'Emily, elle vivait en retrait du village dans une vieille maison entourée d'érables. Elle regardait la nouvelle épouse de son fils avec cette méfiance calme que seules les femmes, ayant survécu à trop de pertes, savent maîtriser. Ce matin-là, alors que le silence de la forêt était encore complet, Shadow se redressa brusquement dans son abri de fortune. Le grondement d'un moteur montait depuis la vallée. Une voiture, en pleine forêt, à cette heure, inhabituelle et dangereux. Les poils de son dos se hérissèrent. L'écho du véhicule réveilla en lui des souvenirs qu'il s'était juré d'enterrer. Les camions grinçants,
Les hommes à l'haleine acide, les cages de métal puant le sang séché et les cris. Il se tapit contre le sol humide, tremblant. L'écho du moteur se rapprocha puis s'éteignit, non loin d'un ancien sentier de randonnée oublié depuis longtemps. Les chasseurs ne venaient jamais jusque-là. Shadow attendit, alerte. Puis, il se glissa hors de sa tanière, aussi silencieux qu'une ombre vivante, se faufilant entre les troncs qu'il connaissait par cœur. Il capta des odeurs nouvelles, essence, plastique, parfum bon marché, mais aussi, plus inquiétant, sueur mêlée à l'adrénaline. Et la peur. Il s'approche d'un fourré. Devant lui, à travers les feuillages, une scène étrange se déroulait. Un grand SUV noir, moteur coupé. Une femme sortit. Elle semblait nerveuse, sa démarche brusque et son regard fuyant. Elle ouvrit une portière arrière et en sortit un petit corps encore endormi. « Allez, Émilie, on part à l'aventure », dit-elle d'une voix trop douce pour être sincère. La petite, encore en pyjama, avec un manteau trop fin sur le dos, marmonna un mot incompréhensible. Elle se frotta les yeux. « Où est-ce qu'on est, Madison ?» demanda-t-elle faiblement. « Un petit camping improvisé, ma chérie. Ton papa et moi, on venait ici autrefois. » Madison accrocha un petit sac à dos aux épaules de l'enfant, contenant une bouteille d'eau et quelques biscuits. Elle lui tendit une lampe torche. « Tu suis ce chemin tout droit, jusqu'à ce que tu trouves une clairière. Je te rejoins dans une minute. » Émilie hésita. Son corps fragile tremblait dans le froid du matin. « Je veux pas y aller toute seule !» Le ton de Madison se durcit à peine, mais Shadow le perçut. Ce n'était pas de la bienveillance, c'était un ordre déguisé. « Émilie, sois courageuse. Ton père aurait voulu que tu sois forte. » La fillette baissa les yeux et docilement s'engagea sur le sentier envahi de ronces. Madison l'observa quelques secondes, puis sans un mot de plus, remonta dans son véhicule. Elle démarra. L'écho du moteur s'éloigna, laissant Émilie seule, dans un monde hostile qu'elle ne comprenait pas. Shadow resta pétrifié. Dans son univers à lui, les chiots ne s'abandonnaient jamais. Même les meutes les plus brutales protégeaient leurs petits. Ce qu'il venait de voir dépassait tout ce que les humains lui avaient déjà infligé. Il hésita. Retourner dans l'ombre, fuir comme toujours, ou suivre l'enfant, la protéger malgré tout. Il prit une décision et commença à suivre la lumière vacillante de la petite lampe torche qui s'enfonçait plus loin dans les bois. Shadow gardait ses distances. Il suivait Émilie sans se faire voir, glissant entre les ombres. Chaque pas mesuré, chaque souffle étouffé. Le sentier que Madison lui avait indiqué n'était plus qu'un souvenir à peine visible dans la végétation. Les ronces et les branches avaient repris possession du chemin depuis des années. L'enfant trébuchait souvent, sa respiration courte, ses petits pas incertains dessinant une ligne vacillante dans la terre humide. Shadow voyait les nuages de buée qui s'échappaient de sa bouche, traduisant un mélange de peur et d'épuisement. Plusieurs fois, elle s'arrêta et appela d'une voix frêle. « Madison ? Madison, je trouve pas la clairière !» Chaque fois, le silence lui répondit. Ses appels résonnaient fort dans la forêt, trop fort. Shadow grimaça intérieurement. Les bois n'étaient pas vides. Coyotes, pumas, rapaces. Elle était une proie sans défense. Mais il n'osa pas s'approcher. Pas encore. Son apparence, ses cicatrices, sa taille imposante, il savait ce qu'un humain verrait en premier s'il surgissait trop vite. Il resta donc dans l'ombre, guettant le moindre danger, prêt à intervenir. Au bout d'une heure, les pas d'Émilie ralentirent encore. Sa lampe torche clignota une dernière fois avant de s'éteindre complètement. L'enfant poussa un petit gémissement, puis s'effondra contre un vieux tronc, les jambes repliées contre elle. Shadow perçut l'odeur du sel, des larmes. Elle murmura « Papa, viens me chercher ». Ces mots frappèrent de quelque chose de profond en lui. Un souvenir lointain, une voix humaine, masculine, pleine d'urgence, cherche, trouve, ramène. Des ordres qu'il avait appris à obéir, à une autre époque, avant la souffrance, avant les cages. Émilie frissonnait de plus en plus fort. Son manteau trop léger ne la protégeait plus. La nuit à venir serait glaciale, et elle ne survivrait pas sans chaleur. Shadow le savait. Ce n'était plus une question de choix, c'était une mission. Il attendit que la petite sombre dans une demi-sommeil, puis s'approcha lentement, prudemment, le ventre presque au sol. À 10 pas, elle ouvrit les yeux. Le regard trouble, encore embué de sommeil et de fièvre, se posa sur lui. Elle resta immobile, comme figée. Pas de cri, pas de panique, juste un souffle. Un chien ? Shadow se coucha, oreilles baissées, offrant une posture non menaçante. Émilie le fixait, les yeux agrandis par la surprise. Même dans l'obscurité, elle voyait ses cicatrices,
les zones dégarnies de son pelage, la symétrie de ses oreilles mutilées. Il se tenait là, tendu, prêt à reculer s'il le fallait. Mais au lieu de fuir, elle tendit une main tremblante. « T'es perdu, toi aussi ?» Sa voix était faible mais sincère. Il avança encore, centimètre par centimètre, jusqu'à sentir la chaleur de son souffle. Elle était glacée. Il savait ce qu'il devait faire. Il s'allongea contre elle, offrant son flanc. La fillette hésita à peine. Son instinct d'enfant prit le dessus sur la peur. Elle se blottit contre lui, cherchant la chaleur comme une louveteau cherche sa mère. « Bon chien !» murmura-t-elle, posant sa main sur son encolure. Shadow se raidit brièvement au contact. Il n'était pas habitué à la douceur, mais il ne bougea pas. Petit à petit, sa respiration ralentit. Elle s'endormit, enfin bercée par le battement régulier de son cœur et la chaleur de son corps. La première lumière du matin fit frémir les feuilles au-dessus d'eux. Des oiseaux s'éveillaient entonnant leur chant matinal. Shadow, lui, n'avait pas dormi. Il avait veillé toute la nuit, ajustant sa position pour protéger Émilie de la pluie fine qui était tombée vers l'aube. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il posa son museau contre la joue de l'enfant. Sa peau brûlait, une fièvre, grave. La respiration d'Émilie était superficielle, irrégulière. Son corps ne tremblait plus, non parce qu'il allait mieux, mais parce qu'il s'épuisait. Elle était en train de sombrer. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, ils étaient vitreux, égarés. « Papa ?» souffla-t-elle en effleurant son museau. Puis confuse, elle ajouta « Non, t'es le chien d'hier, le gentil chien. » Shadow resta immobile, la laissant parler. Elle chercha son sac à dos que Madison lui avait accroché la veille. Elle en sortit une petite bouteille d'eau à moitié vide et une barre de céréales. Elle en mordit un coin, puis, à la surprise du chien, lui tendit le reste. « Tu dois manger aussi. Mon papa disait qu'on partage toujours avec les copains. » Le mot résonna en lui, « copain ». Cela faisait si longtemps qu'il n'était plus rien d'autre qu'un fauve ou une légende. Il prit délicatement la friandise sans toucher ses doigts. Une émotion ancienne, douloureuse et belle à la fois remonta en lui. Elle mangea en silence, puis murmura « Je crois que Madison est fâchée. Elle m'aime pas quand je parle de ma vraie maman. Et encore moins quand je demande quand papa revient. Hier soir, elle a reçu un appel. Elle a crié, puis elle m'a dit qu'on devait partir vite. » Shadow écoutait mais sentait surtout son état empirer. La fièvre montait. Sa peau devenait sèche malgré l'humidité ambiante. Il savait que le temps pressait. Elle n'avait plus que quelques heures avant que son état ne devienne critique. Il devait agir. Mais que faire? L'abandonner? Impossible. L'emmener? Elle ne tiendrait pas. Il l'aida à ramper jusqu'à un petit renfoncement au pied du chêne, protégé du vent. Puis pendant qu'elle se rendormait, il partit chercher de l'eau. Il trempa son museau dans le ruisseau voisin, revint avec la gueule encore humide, et laissa l'enfant lécher l'eau de sa fourrure, comme il l'avait appris autrefois en entraînement de sauvetage. Il recommença plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle tourne la tête, trop faible. Ensuite, il chercha des noisettes brisées par des écureuils. Il en rapporta quelques-unes, les craqua doucement entre ses crocs pour en extraire la chair et les posa devant elle. Elle en mangea 2, puis ferma les yeux à nouveau. Elle délirait par moments, parlant de médailles, de papiers cachés, de colliers militaires. Shadow comprenait ce que les humains ne disaient pas. Il flairait le mensonge, la douleur, l'urgence. Elle évoqua une boîte spéciale où Madison gardait les plaques militaires de son père. Mais ils n'en avaient jamais été séparés, disait-elle. Il ne les aurait jamais envoyés. Quelque chose clochait. À mesure que l'après-midi avançait, Shadow se rendit à l'évidence. Elle ne tiendrait pas jusqu'à la nuit. Il fallait trouver de l'aide, maintenant, même si cela signifiait s'exposer à nouveau aux humains. Il fit un dernier tour pour caler des branches autour d'elle, renforça leur abri sous le chêne, puis, à contre-cœur, il se retourna, prêt à parcourir les kilomètres qui les séparaient du monde. Shadow s'élança dans la forêt avec une détermination nouvelle. Chaque pas sur le sol détrempé le rapprochait d'un dilemme qu'il n'aurait jamais imaginé affronter, s'exposer à nouveau aux humains. Leurs voix, leurs pièges, leurs cages, tout en lui criait de faire demi-tour, de revenir vers l'enfant, de continuer à survivre dans l'ombre. Mais quelque chose, plus fort que la peur, le poussait vers la lumière, la mission. L'enfant avait besoin d'aide, et il était le seul à pouvoir la sauver. Il longea les vieux sentiers effacés, traversa les ruisseaux gonflés par la pluie, et évita les pièges laissés par les chasseurs. Bientôt, l'odeur du feu de bois, du métal et du tabac le guida vers une cabane isolée qu'il connaissait vaguement. Une odeur humaine, récente, stable, pas hostile. Shadow ralentit à l'approche de la clairière.
La cabane était modeste, construite en bois brut, un pick-up garé devant et de la fumée s'échappant de la cheminée. Il se plaça dans l'ombre des arbres, observant. Un homme sortit, une tasse de café à la main, cheveux gris, barbe soignée, allure solide. Pas de peur dans ses gestes, mais une prudence mesurée. Shadow fit un pas dans la lumière, puis un autre. Il sortit du couvert des arbres, s'avançant sur la terre battue. L'homme se figea. « Eh bien ça alors » murmura-t-il en posant sa tasse sur la rambarde. « T'es sorti d'où, toi ?» Shadow s'arrêta à mi-distance, puis aboya une seule fois. Un cri bref, contrôlé. Puis il se tourna et fit quelques pas vers la forêt, avant de se retourner à nouveau. L'homme haussa les sourcils. « Tu veux que je te suive ?»« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'es pas un chien ordinaire, hein ?» Shadow répéta le manège. Cette fois, l'homme avança d'un pas, puis s'arrêta méfiant. « Écoute, si t'as faim, je peux te laisser un peu de viande, mais je vais pas te suivre dans les bois comme ça. Il y a des lions de montagne dans le coin. Pas fou, moi ?» Shadow s'approcha lentement jusqu'au perron. Il grimpa une marche, puis une autre. Son cœur battait fort. Chaque centimètre vers cette porte lui coûtait, ravivant des souvenirs de chaînes, de coups, de cris. Mais il ne recula pas. Arrivé à portée, il attrapa doucement l'ourlet du pantalon de l'homme avec ses dents, sans mordre, juste pour tirer. Un geste qu'il connaissait appris autrefois dans un autre monde. « Bon sang » murmura l'homme abasourdi. « Tu veux vraiment que je vienne ? T'es sérieux ? D'accord. Je peux pas ignorer ça. Ma nièce me tuerait si elle apprenait que j'ai laissé passer un moment lasci. » Il rentra rapidement en ressortant avec un manteau, un sac et un fusil de chasse qu'il passa dans son dos. « Je m'appelle Dean Walker, au fait, » déclara-t-il en fermant la porte derrière lui. « Pas que ça t'importe, mais je préfère les présentations claires. » Shadow mena Dean à travers bois, ralentissant pour qu'il puisse suivre. Le trajet qui lui avait pris moins d'une heure seul en prit deux avec un humain derrière lui. Plusieurs fois, Dean s'essouffla, râla et menaça de faire demi-tour. Mais l'attention de Shadow, son insistance, sa nervosité palpable, convainquirent l'homme de continuer. Lorsqu'enfin ils arrivèrent au vieux chêne, Dean aperçut la petite forme recroquevillée sous l'abri de branches et de mousse. Son visage changea aussitôt. Mon Dieu, c'est une enfant. Il courut les derniers mètres, s'agenouillant près d'elle, palpant son cou, ses joues, sentant la chaleur anormale de sa peau. Elle est en hypothermie et en pleine fièvre. Cette gamine va pas tenir longtemps. Shadow resta collé à elle, surveillant chacun des gestes de Dean. Il n'y avait pas encore de confiance, mais il y avait tolérance. Dean sortit une couverture thermique de son sac et la déploya sur Emily avec précaution. Puis il prit son téléphone satellite et composa un numéro. « Urgence de Flat Rock ? Oui, j'ai une fillette de 6 ans, trouvée dans la forêt au nord de la vallée Maple. Elle est en état critique. J'envoie mes coordonnées, prévenez l'hélico. » Quand il raccrocha, il posa la main sur la tête de Shadow avec une prudence presque militaire. « Tu lui as sauvé la vie, mon vieux. Si t'étais pas venu me chercher, elle serait déjà morte de froid. » Emily ouvrit les yeux brièvement, aperçut Shadow et murmura « Il m'a pas laissé. Il est resté. » Puis elle perdit à nouveau connaissance. Dean se tourna vers elle, sa voix plus douce. « Tiens bon, petite, l'aide arrive. T'as le droit de survivre toi aussi. » Loin de là, à des kilomètres, au poste de police de Pine Hollow, Madison Carter se tenait effondrée sur une chaise, du maquillage coulant sur ses joues. Face à elle, le shérif Noah Callister prenait des notes calmement. « Je l'ai couchée à 8 heures, comme d'habitude. À minuit, elle dormait encore. Et ce matin, plus rien. La porte arrière était ouverte, elle a dû partir pendant la nuit. » Le shérif Callister ne montra aucune réaction. Mais dans son regard, une lueur s'alluma. « Elle a déjà fugué auparavant, Madison. C'est quelque chose qu'elle fait souvent ? » « Jamais !» protesta Madison avec force. « Elle fait des cauchemars depuis que Frank a disparu. Elle parle dans son sommeil, appelle son père. Elle a dû errer dans la nuit, en somnambule sûrement. » À ce moment, l'adjoint Trenton entra, un clipboard à la main. « Équipe de recherche prête au parc Riverside, shérif. Madison pense qu'elle a pu aller là-bas, elle aimait bien les balançoires. » Callister acquiesça. « Très bien, mais appelez aussi Eleanor Carter. Cette femme connaît les bois comme sa poche. Elle saura où Emily pourrait se sentir en sécurité. » Madison se figea. L'ombre d'un agacement passa sur son visage, vite effacé. « Bien sûr, je vais l'appeler. » Mais elle ne bougea pas. Son regard évitait celui du shérif. Pendant ce temps, la forêt trempée de pluie continuait de pleurer.
Et sous les racines du vieux chêne, dans l'abri improvisé que Shadow avait renforcé avec soin, Emily grelottait malgré la couverture. Chaque gémissement de douleur, chaque respiration sifflante transperçait le cœur du chien. Il ne comprenait pas les maladies humaines, mais il reconnaissait les odeurs. Et celle-là, c'était la fièvre. Grave, peut-être la pneumonie. Il n'avait plus peur de Dean. Pas vraiment. Ce vieil homme-là était différent. Il ne sentait ni l'alcool, ni le sang, ni la colère. Il sentait la sueur, le feu de bois et les armes entretenues avec respect. Loin au-dessus, le bruit d'un hélicoptère fendit l'air humide. Shadow se tendit instinctivement. Les vibrations, le vent, les silhouettes descendues par câble, tout réveilla en lui une panique animale. Mais Emily, en entendant le son, ouvrit brièvement les yeux. « C'est l'aide, c'est pour moi ? C'est pour toi, petite !» confirma Dean en l'enveloppant dans la couverture thermique. Shadow se plaça contre elle, immobile, ancré dans le sol comme une statue. Il ne bougerait plus. L'hélicoptère se posa dans un vacarme de pales et de vent, brassant les feuilles et la poussière. Les pins tremblaient, les oiseaux fuyaient. 2 secouristes descendirent en courant, accompagnés d'une infirmière, le regard déjà concentré. Dean leur fit signe. Le plus jeune, un homme trapu, aux cheveux cuivrés, s'agenouilla auprès d'Emily. Shadow ne bougea pas. Même lorsque l'homme tendit la main vers la petite, il resta là, les yeux fixés sur chacun de ses gestes. « Il ne m'attaque pas », murmura le secouriste. « Il la protège. C'est lui qui nous a guidés ici », ajouta Dean. « Ce chien a une histoire et une sacrée tête. » L'infirmière vérifia les constantes de la fillette, puis secoua la tête. Elle est en hypothermie sévère avec signe de pneumonie. Son pouls est faible. Il faut partir maintenant. Ils l'enveloppèrent dans une couverture chauffante, l'installèrent avec précaution sur une civière. Emily gémit faiblement, cherchant quelque chose à tâtons. Puis ses doigts attrapèrent la fourrure de Shadow. « Non, le chien, il vient avec moi. » Le secouriste hésita. « On n'a pas l'autorisation de transporter des animaux. »« Si ce chien reste ici, cette gamine va paniquer, » rétorqua l'infirmière sans hésiter. « Elle a tenu toute la nuit grâce à lui. Alors vous allez trouver de la place. » Dean sourit dans sa barbe. Et Shadow, lui, suivit les secouristes sans résistance. Quand ils montèrent dans l'hélico, il sauta après eux d'un bond puissant. Un ancien réflexe, oublié mais toujours ancré. Durant tout le trajet, il resta couché aux pieds d'Emily, la tête posée près de sa main. Elle ne disait plus rien, mais ses doigts restaient accrochés à son cou comme à une bouée de sauvetage. À leur arrivée à l'hôpital de Flat Rock, le personnel médical s'agita autour d'elle. Shadow grogna lorsque 2 infirmiers essayèrent de l'éloigner. Mais la docteure Juliette Hawkins, médecin urgentiste au regard déterminé, leva la main. « Laissez-le. On traite la petite en premier. Si ce chien devient un problème, je m'en occuperai. Pour l'instant, il est un facteur de stabilité. » On plaça Emily sous oxygène, on lui administra des antibiotiques, on brancha les machines. Shadow resta dans un coin de la pièce, couché en sphinx, les oreilles dressées. Lorsqu'on la transporta dans une chambre isolée, il suivit la civière sans un bruit, déclenchant l'étonnement du personnel. Un infirmier proposa de l'attacher. Juliette Hawkins répondit froidement « Vous l'attachez, il vous mord. Vous le laissez tranquille, il reste calme. Ce chien est militaire, ça se voit à 100 mètres. Il a vu plus de choses que vous. » À Pine Hollow, la nouvelle se répandait déjà. Une fillette retrouvée vivante dans la forêt grâce à un chien inconnu. Madison Carter jouait la mère éplorée devant les caméras locales, la voix tremblante. « Je suis si reconnaissante, je ne comprends toujours pas comment elle a pu s'égarer. Je priais pour un miracle, et voilà qu'un ange à 4 pattes l'a protégée. » Mais Noah Callister, le shérif, restait sceptique. Trop d'incohérences, trop de trous dans l'histoire. Il avait vu le SUV de Madison dans les bois grâce à une caméra de chasse installée par un groupe d'observateurs, une image floue mais claire, son véhicule à une heure interdite sur une route forestière non signalée. Il contacta Eleanor Carter, la grand-mère paternelle. La vieille dame écouta le récit en silence, les mâchoires serrées. « Je le savais, cette femme n'a jamais aimé Emily. Et Frank lui avait laissé des consignes précises. Elle ne devait pas rester seule avec la petite si quelque chose lui arrivait. Il y avait un testament, un coffre à la First National Bank de Long Creek. J'ai essayé d'y accéder, mais ils m'ont dit qu'elle avait changé les codes après la disparition de Frank. Et s'il y avait eu falsification, demanda Callister. Il faudrait l'aide d'un juge ou de la police fédérale. Je vais lancer une enquête. Et si vous avez des copies, apportez-les-moi. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Emily se remettait lentement.
Shadow restait constamment à ses côtés. Les médecins avaient accepté de lui aménager un coin dans la chambre avec une couverture et une gamelle d'eau. Mais il ne mangeait presque pas. Il dormait peu. Il ne faisait confiance à personne. Un jour, alors qu'Emily somnolait, Juliette Hawkins entra dans la pièce avec un agent du service vétérinaire. Il portait une puce électronique, un lecteur à la main. « On a une idée de son identité ?» demanda Juliette. « Pas encore. Ce chien a été volontairement effacé. Aucune puce active, aucune trace dans les bases civiles. Mais ses réactions, ce n'est pas un chien errant. C'est un ancien chien de combat, j'en mettrai ma main au feu. Peut-on le relier à l'armée? Peut-être. Certains sont fichés dans une base protégée. Mais sans numéro de série, ce sera compliqué. Il faudrait une empreinte dentaire ou une cicatrice codée. » Juliette s'approcha de Shadow et s'agenouilla. « Est-ce que t'es un vétéran toi aussi ?» souffla-t-elle en caressant doucement son cou. « T'as tout vu, hein, l'horreur, le feu, les cris. Mais t'as choisi de sauver une vie. C'est ça le vrai courage. » Shadow leva la tête et planta ses yeux dans les siens. Quelque chose de profond, d'ancien passa entre eux. Un respect, une reconnaissance. Emily, à moitié réveillée, murmura « Il a pas de nom. Mais moi je l'ai appelé Brave. »« Brave, hein ?» répéta Juliette en souriant. « Ça lui va bien. C'est un bon nom pour un chien comme lui. » Mais dans le couloir, l'agent vétérinaire parlait bas avec un responsable de la sécurité. « Ce chien, s'il a été dans l'armée et qu'il a été effacé, c'est qu'il cache quelque chose, peut-être un passé dangereux. Vous croyez qu'il pourrait être instable ou pire, déclaré irrécupérable? Il faut savoir pourquoi il a disparu et qui voulait qu'on l'oublie. » Dans la chambre, Emily dormait paisiblement. Shadow veillait, mais l'ombre de son passé, elle, ne faisait que s'approcher. Les jours suivants, l'histoire du mystérieux chien sauveur fit le tour de la presse locale. Sur les réseaux sociaux, des centaines de commentaires affluaient. Un ange gardien poilu? Le héros silencieux? Pourquoi personne ne réclame ce chien? Les images d'Emily serrant Brave contre elle, le visage encore pâle mais souriant, faisaient fondre les cœurs. Mais derrière les sourires publics, une tempête grondait. Et les premiers éclairs tombaient loin des caméras, dans un bureau sobre, à l'intérieur d'un bâtiment fédéral sans enseigne. L'agent spécial Henry Caldwell, vieux briscard du FBI à la réputation sans faille, observait un écran noir sur lequel s'affichait en surbrillance une silhouette floue de chien. Une intelligence artificielle venait de générer un possible match entre une ancienne base militaire désaffectée et l'image de Brave à l'hôpital. Une correspondance à 78% avec un chien classé sous le nom de code Shadow 14, affecté à une unité spéciale d'intervention pendant la guerre en Asie centrale. Caldwell fronça les sourcils. Shadow 14 était supposé mort. Un rapport militaire précisait « euthanasié après comportement agressif ». Mais voilà que ce même chien venait de sauver une fillette dans le Montana. Quelque chose ne collait pas. Il appela immédiatement une unité de contre-enquête. Objectif: récupérer l'animal pour identification, vérifier son passé et s'assurer qu'il ne représentait aucun danger. Et surtout, comprendre pourquoi on avait enterré son dossier. À l'hôpital, Juliette Hawkins sentait la tension monter. Elle avait reçu un appel indirect du ministère de la Défense via le vétérinaire du centre. Ton cordial, demande polie. Mais dans chaque mot, elle lisait l'insistance. Merci de garder le chien à disposition. Elle savait ce que cela voulait dire. Brave allait être récupéré. Et dans ce genre de situation, on ne posait pas de questions sur ce qu'il devenait ensuite. Ce matin-là, Emily dessinait sur un petit carnet pendant que Brave dormait près de ses pieds. Elle traçait maladroitement un chien avec des ailes, tenant une fillette par la patte. Juliette entra doucement. « Coucou, Emily. Tu dessines ton ami ?»« Oui, je veux qu'il reste avec moi. Il est comme papa, il me protège. » Juliette s'assit au bord du lit. « Emily, tu m'as dit que ton papa s'appelait Frank, c'est ça ?»« Oui, Frank Beeman. Il était militaire, très fort. Mais Madison dit qu'il est parti pour toujours. Moi, je crois qu'il va revenir. » Juliette réfléchit. Le nom ne lui disait rien, mais il pourrait être utile. Elle en parla à Dean Walker, qui, depuis l'incident, passait régulièrement à l'hôpital pour prendre des nouvelles. Dean connaissait tous les anciens soldats de la région. Mais Frank Beeman, jamais entendu parler. Soit c'est un faux nom, soit il a servi dans une unité très secrète, déclara-t-il. Dans les deux cas, cette gamine porte un fardeau que personne n'écoute. Et Brave, ce chien-là est plus qu'un gardien. Il est une preuve. Juliette se mit alors en tête de creuser. Elle contacta discrètement une ancienne collègue travaillant à la VA, l'administration des anciens combattants. Celle-ci accepta de fouiller la base de données sous le manteau. Quelques heures plus tard,
Elle rappela, la voix tendue. « Juliette, il y a bien un Frank Beeman, mais son dossier a été classé sous accès restreint. Seulement, j'ai trouvé une incohérence. Sa mort est déclarée à 2 dates différentes. Une fois en opération, une autre fois, 3 mois plus tard. 2 certificats, 2 versions. Ça pue la dissimulation. » Juliette sentit une froideur dans le dos. Est-ce qu'il avait un chien militaire? Rien n'est noté? Mais attends, je t'envoie une photo extraite d'un vieux rapport de mission. Prends ça avec des pincettes. Elle envoya l'image par email. Juliette l'ouvrit. Flou, surexposé, mais identifiable. Un chien noir, balafré, assis à côté d'un soldat en treillis, tenant un collier métallique, les oreilles mutilées, l'œil gauche blanchâtre. Aucun doute, c'était Brave, et à son cou, la médaille portait un nom partiellement lisible, Atlas. Elle imprima l'image et la porta à Émilie sans rien dire. La petite la fixa longuement, puis sourit. C'est papa. Et ça, c'est lui. C'est mon chien. Juliette ne sut quoi répondre. L'enfant venait de relier Brave à son père, sans hésitation, alors qu'aucun adulte n'avait encore osé faire ce lien. Le passé refoulé remontait. Mais à peine eut-elle quitté la chambre qu'un homme l'attendait dans le couloir. Costume sombre, regard froid, badge fédéral. « Docteur Hawkins, je suis l'agent Caldwell. Nous devons parler du chien. » Juliette le conduisit dans son bureau. Il déploya sur son ordinateur une série de documents confidentiels. Des photos, des rapports, des schémas de missions classées, Shadow 14, un chien militaire affecté à des missions clandestines, utilisé pour la récupération de documents sensibles, la protection rapprochée et la neutralisation de cibles hostiles. Il avait servi 8 ans dans des conditions extrêmes, puis un rapport final, comportement imprévisible, euthanasie ordonnée, exécution supposée dans une base en Turquie. Mais visiblement, déclara Caldwell, ce rapport est erroné, le chien a disparu. On a couvert ça. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Juliette croisa les bras. Vous voulez me dire que ce chien a été jugé irrécupérable, qu'il a survécu à une tentative d'euthanasie et qu'il a vécu caché pendant des années dans la forêt, avant de sauver une fillette? En résumé, oui. Alors vous ne venez pas par précaution. Vous venez récupérer une preuve. Quelqu'un a menti, et ce chien peut le prouver. Caldwell ne confirma pas. Mais il ne nia pas non plus. Il tendit un papier. Ordre de transfert, le chien doit être emmené dans un centre de réévaluation comportementale. Juliette le fixa puis déchira le papier en 2. Vous voulez le récupérer? Essayez donc. Mais je vous promets que si vous tentez de lui faire du mal, je vous traîne en justice. Ce chien a sauvé une vie. Il a trouvé une famille. Et tant que cette petite est ici, il reste avec elle. Caldwell quitta le bureau sans un mot, mais en partant, il sortit son téléphone. Préparez un mandat, ce chien n'est pas n'importe qui. Il est la clé d'un passé que certains aimeraient enterrer. Le soir tomba sur Flat Rock dans un calme pesant, mais à l'intérieur de l'hôpital, la tension ne faiblissait pas. Dans la chambre 207, Émilie dormait paisiblement, sa respiration plus régulière qu'auparavant. À ses pieds, Brave était en alerte. Les oreilles adressées, les muscles tendus sous la lumière douce, il guettait chaque son, il savait. Quelque chose approchait, quelque chose de dangereux. 2 heures plus tard, alors que Juliette Hawkins consultait ses dossiers au bureau des soins intensifs, elle reçut un appel interne. « Docteur Hawkins, des agents fédéraux sont à l'accueil, ils ont une autorisation spéciale. Ils veulent récupérer le chien. » Elle blêmit. « Dites-leur d'attendre, je descends. » Mais en arrivant dans le hall principal, elle vit que l'attente n'était pas une option. 4 hommes, en costume, dont 2 armés, attendaient déjà à la réception. Caldwell était au centre, les mains croisées, le visage impassible. « Vous êtes bien déterminé pour un chien ?» lança-t-elle glaciale. « Ce n'est pas un chien, docteur. C'est un élément classifié répertorié comme instable et dangereux. Il doit être examiné dans un centre spécialisé. » Juliette serra les dents. « Il est avec une enfant. Il n'a montré aucun signe d'agressivité. Au contraire, ce n'est pas à vous d'en juger. » Elle comprit alors qu'ils n'attendraient pas, qu'ils étaient prêts à le prendre de force. Elle fit volte-face et courut dans les escaliers, ignorant les cris dans son dos. Elle monta les marches 2 par 2, franchit le couloir menant à la chambre d'Émilie, ouvrit la porte à la volée. Brave leva la tête aussitôt, il la fixa, et il comprit. Sans un mot, sans un geste, il comprit. Juliette murmura « Ils viennent pour toi ». Brave se leva, il ne grogna pas, ne montra pas les crocs, il s'approcha du lit d'Émilie, posa délicatement sa tête contre son bras endormi, un adieu muet, puis il s'approcha de la fenêtre d'un bond, la grimpant à mi-hauteur. Juliette ouvrit le battant. Il se retourna une dernière fois vers la fillette, puis sauta.
Le souffle court, Juliette se pencha pour voir, il atterrit sur la pelouse du bas et disparut aussitôt dans l'obscurité. Lorsque Caldwell arriva avec ses hommes, la chambre était vide. Enfin presque. Émilie dormait encore, et Juliette, droite comme un roc, les attendait. « Il n'est plus là ?» dit-elle simplement. Caldwell s'approcha, la colère maîtrisée au coin des lèvres. « Vous savez ce que vous venez de faire ? J'ai laissé un héros partir avant qu'on ne le tue pour couvrir les fautes des autres. Vous vous mettez en danger, Dr. Hawkins. Ce chien est lié à des missions classées. Des agents pourraient être mis en cause si son existence est confirmée. Alors il faudra que ces agents répondent de leurs actes. Ce chien n'a rien demandé. Il a survécu à la guerre, à l'oubli, et il a sauvé une enfant. S'il est une preuve, alors il mérite d'être entendu, pas effacé. » Caldwell ne répliqua pas. Mais le message était passé. Il tourna les talons. Pendant ce temps, dans la forêt, à la sortie nord de Flat Rock, Brave courait. La pluie s'était remise à tomber, masquant ses traces. Il connaissait ces bois comme sa propre mémoire. Il courut toute la nuit, évitant les routes, les lumières, les voies. Il retourna là où tout avait commencé, au vieux chêne, au cœur de la forêt, là où il avait trouvé Émilie, là où, pour la première fois depuis des années, il avait senti la paix. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il veilla, car il savait que les hommes viendraient. Le lendemain matin, la presse locale explosa. Le chien héros a disparu. Le FBI impliqué dans une tentative de récupération forcée. Une docteure prend parti pour l'animal contre le gouvernement. Juliette fut suspendue de ses fonctions, mise en congé administratif. Mais elle ne se tue pas. Elle donne une interview, sobre, directe, implacable. Ce chien s'appelle Brave. Il a risqué sa vie pour sauver une enfant. Et maintenant, on veut le faire taire. Ce n'est pas seulement une affaire de vétérinaire ou de médecine. C'est une affaire de vérité. Ces mots firent le tour des chaînes. Le visage de Brave, celui d'un chien balafré mais noble, devint le symbole d'une lutte plus large. Celle des vétérans oubliés, des erreurs enterrées, des promesses non tenues. À Pin Hollow, le shérif Callister suivait tout ça avec attention. Il avait reçu un coup de fil d'un ancien de la base militaire de Fort Bellevue, un certain Harold Dempsey, vieux soldat à la retraite, à la voix tremblante. « Shérif, ce chien, je le reconnais. Il s'appelait pas Brave à l'époque, il s'appelait Atlas. C'était le chien de Frank Beeman. » Callister se redressa. « Vous l'avez connu ? J'étais l'officier responsable de l'unité K9. Frank et Atlas formaient un binôme exceptionnel. Mais un jour, on a reçu l'ordre de les séparer. Frank a disparu peu après. Et Atlas, on nous a dit qu'il avait été euthanasié. Mais aucun de nous n'a jamais vu le corps. » Callister prit des notes fébrilement. Pourquoi séparer un duo aussi performant ? On n'a jamais eu d'explication. Officiellement, trouble comportemental. Officieusement, ils avaient mis la main sur quelque chose. Un document, un rapport classé. Je ne l'ai jamais vu, mais Frank m'en avait parlé. Il disait que si quelque chose lui arrivait, Atlas saurait où aller. Le shérif se figea. Un document, un rapport, et un chien qui revient précisément là où tout a commencé. Il contacta Juliette immédiatement. On a un nom, Atlas, et une piste. Ce chien n'est pas seulement un survivant. Il est porteur d'un secret, un vrai. Juliette répondit sans hésiter. Alors il faut le retrouver avant eux. Et cette fois, on suit ses pas jusqu'au bout. Dans les jours qui suivirent, Brave, ou plutôt Atlas, resta invisible. Ni drone, ni patrouille forestière, ni équipe cynophile ne parvinrent à capter son odeur. Il semblait s'être fondu dans le décor comme un spectre. Pourtant, il n'était jamais bien loin. Depuis les hauteurs de la forêt, il observait la ville, les alentours de l'hôpital, et plus particulièrement la maison où Émilie avait été confiée temporairement à sa grand-mère paternelle, Eleanor Carter. Cette femme, droite comme un chêne malgré les années, avait accepté la garde immédiate de l'enfant dans l'attente d'une audience officielle. Émilie, elle, ne parlait plus beaucoup. Depuis la fuite d'Atlas, elle semblait avoir replié son cœur dans une boîte invisible. Chaque nuit, elle posait sa peluche contre la vitre, espérant revoir une silhouette familière surgir dans la nuit. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Atlas, lui, veillait. Chaque soir, lorsqu'elle s'endormait, il se glissait discrètement entre les arbres bordant la propriété. Couché dans l'ombre d'un vieux tronc, il restait là, silencieux, jusqu'au lever du jour. Il n'était plus un fugitif. Il était un soldat en mission. Une mission qu'il s'était lui-même assignée. De son côté, le shérif Callister poursuivait son enquête. Grâce au témoignage de Harold Dempsey, il avait obtenu une autorisation spéciale pour consulter des archives militaires inaccessibles au public. Et ce qu'il y trouva dépassa toutes ses craintes.
Un rapport, classé sous accès restreint niveau 5, mentionnait une opération menée en Afghanistan en 2017, nom de code, Opération Glaive Sombre. Elle impliquait la récupération d'un disque dur contenant les preuves d'un trafic de matériel militaire à destination d'organisations non identifiées. L'équipe de récupération comprenait notamment un binôme, le sergent Frank Beeman et son chien Atlas. L'opération avait mal tourné. L'équipe avait été trahie par un contact supposé fiable. 3 hommes tués, Frank porté disparu, Atlas signalé comme récupéré, puis, quelques jours plus tard, euthanasié pour comportement dangereux. Une signature illisible figurait en bas du rapport. Callister connecta immédiatement les points. Frank Beeman n'avait jamais déserté. Il avait été piégé, et Atlas était le seul témoin vivant de ce qui s'était réellement passé. S'il avait été programmé pour rapporter le disque dur, alors peut-être l'avait-il encore. Il transmit les informations à Juliette Hawkins, qui organisa une réunion discrète dans le garage fermé d'un ancien vétéran de confiance, Dean Walker. Étaient présents Eleanor, Callister, Dean et Juliette. Tous savaient qu'à partir de maintenant, ils marchaient sur une corde raide. Si on a raison, déclara Juliette, ce chien transporte quelque chose. Peut-être pas physiquement, mais dans sa mémoire, ses réflexes, ses habitudes, il faut comprendre où il pourrait avoir caché ce disque. Dean, qui connaissait la forêt mieux que personne, proposa une hypothèse. Si Atlas a survécu seul pendant des années, il a forcément établi une base, un lieu sûr, peut-être là où il a amené Emily, ou un autre endroit encore plus isolé. S'il a été entraîné pour la survie et la dissimulation, il aurait choisi une cache qui échappe au radar. Callister acquiesça. Il y a un vieux bunker abandonné à l'ouest, datant de la guerre froide. Condamné mais toujours accessible à pied, personne n'y va, trop loin, trop raide. C'est l'endroit parfait pour cacher quelque chose. Ils décidèrent d'y aller dès l'aube, sans alerter personne. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls à suivre cette piste. Caldwell, frustré par l'échec de la récupération à l'hôpital, avait reçu des ordres plus explicites. Récupérez le chien, ou éliminez-le s'il devient une menace. Il avait donc fait appel à un ancien contractant militaire reconverti dans la traque, un homme discret, sans nom officiel, surnommé Maddox. Grand, silencieux, impitoyable, un chasseur de fantômes. Maddox arriva dans la région la nuit suivante. En quelques heures, il avait déjà dressé le profil du chien. Analyse thermique de la forêt, interception des communications entre Juliette et Callister, recoupement des zones de fuite. Il sourit à peine en pointant la carte. Le vieux bunker, c'est là qu'il ira. Puis il disparut dans la nuit, accompagné d'un drone et d'un fusil équipé de tranquillisants puissants. Pas pour capturer, pour effacer. Le lendemain matin, Juliette, Dean, Callister et Eleanor partirent vers le bunker, sac à dos, radio et GPS en main. Ils mirent 3 heures à atteindre l'endroit. Une porte de fer rouillée, à moitié ensevelie sous les fougères et la mousse, à peine visible. Ils forcèrent l'entrée, descendirent une série de marches sombres et tombèrent dans une pièce au mur de béton, humide, glacé. Et là, au centre, recouvert d'un vieux drap militaire, un coffre. Dean s'approcha prudemment. Il écarta le tissu. Le coffre était fermé par un cadenas électronique hors d'usage. Juliette leva les yeux. Regardez autour, ce n'est pas la première fois que quelqu'un vient ici. Des empreintes, des marques récentes, une couverture repliée. Et dans un coin posé avec soin, un petit carnet rongé par l'humidité. Juliette l'ouvrit. Des dessins, des croquis d'Emily, de son père et de Brave, des souvenirs, des indices, mais pas de disque. Puis Callister vit une dalle légèrement surélevée. Il tapa du pied, creux. Dean l'aida à la soulever. Et là, sous la pierre, un sac plastique étanche. À l'intérieur, un petit disque dur noir enveloppé dans du tissu isolant. Ils restèrent affigés. « C'est réel », souffla Juliette. Il a vraiment gardé la preuve. Mais à ce moment précis, une alarme silencieuse vibra dans le talkie de Dean. Mouvement détecté à 200 mètres, trop rapide pour être un animal. Callister dégaina son arme. On n'est pas seul. Dans le silence pesant du bunker, les battements de cœur semblaient résonner contre les murs de béton. Juliette referma précipitamment le sac contenant le disque dur tandis que Dean, arme à la main, scrutait le couloir sombre d'où provenait le signal. Les feuilles bruissaient au-dessus, à la surface. Quelqu'un descendait. Les pas étaient lents, maîtrisés, trop calmes pour être ceux d'un randonneur, et trop assurés pour appartenir à un agent fédéral nerveux. Non, c'était autre chose, quelqu'un qui avait déjà fait ça des dizaines de fois. « On doit sortir d'ici maintenant », murmura Callister. Juliette passa le sac à Eleanor qui le glissa sous son manteau sans dire un mot.
Le groupe se précipita vers l'issue de secours du bunker, un ancien conduit d'aération rouillé que Dean connaissait bien. Mais à peine eurent-ils atteint la trappe de métal que la silhouette d'un homme apparut à l'entrée principale. Grand, vêtu d'un manteau tactique, une visière abaissée sur les yeux, un fusil silencieux à la main, Maddox. Il les observa un instant puis s'avança dans le couloir sans dire un mot. Il ne cherchait pas la discussion. Il était venu pour récupérer ou éliminer l'unique preuve encore vivante de la vérité, Atlas. Soudain, un grondement sourd résonna dans l'ombre. Maddox se figea, des griffes raclèrent le sol. Puis, surgissant comme un éclair noir, Atlas bondit du plafond où il s'était dissimulé sur une poutre d'acier. Le choc fut brutal. L'homme chancela sous l'impact, son fusil projeté au sol. Atlas planta ses crocs dans l'avant-bras gauche de l'intrus, le forçant à reculer. « Courez !» hurla Dean. Juliette, Eleanor et Callister se précipitèrent dans le conduit étroit. Dean hésita, tira une fois sur Maddox, sans succès, puis suivit les autres. Atlas resta seul dans le bunker, face à Maddox. L'un était un soldat d'élite, l'autre, un fantôme dressé pour survivre. Et cette fois, il n'était plus question d'obéissance ou de dressage. Atlas se battait pour sa meute. Le combat fut bref mais intense. Maddox, malgré sa carrure, fut déséquilibré par les assauts rapides du chien. Il tenta de sortir un couteau, mais Atlas bondit à la gorge. Un coup sec. Le masque de Maddox se brisa, il tituba en arrière, heurta une pile de débris et s'effondra, inconscient. Ou pire, Atlas, haletant, blessé à l'épaule, recula dans l'ombre, puis suivit le chemin emprunté par Juliette et les autres. Il retrouva leur odeur dans le conduit, et sans hésiter, il s'y engagea, rampant malgré la douleur. À l'extérieur, Dean et Callister aidaient Eleanor à gravir la colline abrupte. Juliette regardait derrière elle, inquiète, puis elle vit une ombre noire jaillir du conduit. Atlas, boitant mais vivant. « Il est là !» cria-t-elle. Atlas les rejoignit. Eleanor se pencha vers lui, posa une main douce sur sa tête. « Tu as fait ce que ton maître t'a appris, » murmura-t-elle. « Tu as protégé la vérité. » Il n'avait plus de temps. Une voiture banalisée attendait à 1 kilomètre de là, garée dans une clairière. Ils s'y précipitèrent. À peine monté, Callister démarra en trombe. Il prit un chemin de terre chaotique pour éviter les routes principales. Pendant le trajet, Juliette ouvrit le sac. Elle connecta le disque dur à une tablette sécurisée. Il contenait des centaines de fichiers, vidéos, relevés, transmissions audio, et au cœur de tout cela, un rapport complet signé par un certain colonel Westmore, accusant des officiers supérieurs d'avoir orchestré la vente d'armes américaines à des groupes non identifiés en échange d'un financement personnel. Le tout couvert par de faux rapports et des morts maquillées, dont celle de Frank Beeman. « Il a été éliminé parce qu'il avait découvert ça », murmura Juliette. « Et ils ont tenté de tuer Atlas aussi. » Dean secoua la tête, écœuré. « Et maintenant, ils reviennent pour finir le boulot. Ce n'est plus seulement une question de vérité, c'est une question de justice. » Callister prit une décision. « On transmet ça à une journaliste d'investigation. Quelqu'un de trop visible pour qu'on le fasse taire. » Juliette acquiesça. « Je connais quelqu'un, Megan Curtis, une des rares à qui on peut encore faire confiance. » Ils se dirigèrent vers la ville voisine de Braxton Hill, où Megan dirigeait une petite chaîne indépendante. Pendant ce temps, les nouvelles se multipliaient. L'affaire du chien sauveur, l'implication du FBI, la suspension de Juliette, la disparition d'un contractant privé, tout s'enchaînait. Et dans ce tumulte, une vérité émergeait. Atlas n'était pas un danger. Il était un survivant, un témoin, et peut-être la clé d'un scandale qui ébranlerait toute une hiérarchie militaire. Arrivé chez Megan, ils lui remirent le disque. Elle le consulta, les yeux agrandis de stupeur. « Vous avez conscience que si je publie ça, ce ne sont pas que des carrières qui s'effondrent, ce sont des vies. Et combien ont été brisées pour les protéger ?» rétorqua Juliette. Megan hocha la tête, puis lentement. « Je vais tout vérifier, sécuriser mes sources et lancer une diffusion mondiale, mais vous devez disparaître quelques jours, le temps que ça sorte, vous et le chien. » Dean proposa alors une planque, un ancien chalet de chasse en altitude, sans connexion ni route d'accès. Le groupe accepta, et c'est là, au milieu des pins, dans une cabane rustique, qu'Atlas retrouva un peu de paix. Émilie les rejoignit peu après, autorisée à quitter temporairement sa tutrice. Lorsqu'elle vit le chien, elle courut dans ses bras, le serra contre elle si fort que même Juliette détourna les yeux pour retenir ses larmes. « Tu es revenu ?»« Je le savais », murmura Émilie. « Tu es mon héros. » Mon Atlas. Le chalet perché sur les hauteurs de Pine Valley n'avait ni électricité, ni réseau.
Juste une cheminée ancienne, une table bancale et une vue dégagée sur la vallée en contrebas. Là, entre ciel et sapin, Atlas trouva son refuge. Et pour la première fois depuis des années, il cessa de fuir. Il observait Émilie jouer dehors, entourée de feuilles mortes et de lumière d'automne, et sentait quelque chose en lui se réparer lentement. Une blessure invisible qu'aucun vétérinaire n'aurait pu soigner. Juliette s'occupait de coordonner leurs échanges avec Megan Curtis par des radios à ondes courtes, pendant que Callister assurait la sécurité du périmètre. Dean, lui, s'était improvisé cuisinier et gardien du feu. Même Eleanor, malgré son âge, semblait s'épanouir dans cette parenthèse suspendue. Mais ce calme fragile ne devait pas durer. 3 jours plus tard, le reportage de Megan fut diffusé en simultané sur plusieurs plateformes. Un documentaire choc, intitulé « Le silence des chiens », révélant les implications du colonel Westmore, les manipulations autour de l'opération Glaive sombre, la mort orchestrée de Frank Beeman et surtout, le témoignage vivant d'Atlas, le chien héros que l'armée avait tenté d'effacer. La vidéo devint virale en moins de 24 heures. Les réseaux explosèrent. Les hashtags « C'est justice pour Frank » et « SOS Atlas, le chien héros » trendaient dans le monde entier. Des vétérans prirent la parole racontant leur propre silence, leurs blessures ignorées. L'affaire dépassa les frontières. Le département de la Défense fut contraint de répondre. Des sénateurs exigèrent une enquête parlementaire. Et surtout, un nom refit surface, Frank Beeman. Officiellement mort, officieusement oublié. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que Frank était vivant. Une femme au Texas appela la rédaction de Megan Curtis. Elle dit reconnaître le chien. Elle affirma que Frank était son mari, qu'il avait survécu à une embuscade et vivait reclus sous une fausse identité, croyant que son chien avait été tué et que toute tentative de réapparaître mettrait sa famille en danger. Il n'avait jamais parlé. Jusqu'à maintenant, Megan alerta immédiatement Juliette. « Si c'est vrai, ce chien va retrouver son maître. » Juliette, bouleversée, expliqua doucement la situation à Émilie. La fillette, le regard baissé, caressa Atlas longuement. « Il doit partir? C'est ça ?» Juliette hocha la tête. « Il a un lien avec cet homme, quelque chose de très fort, quelque chose qu'il pensait perdu, à jamais. Tu as été son refuge, Émilie. Maintenant, il a une autre mission. » Émilie n'ajouta rien. Mais ce soir-là, elle sortit dans la neige fine, s'agenouilla devant Atlas et lui glissa quelque chose autour du cou, un petit médaillon en plastique avec son prénom écrit au feutre violet. « Pour que tu n'oublies pas. Je t'attendrai toujours. » Atlas inclina la tête, puis, sans un son, posa sa patte sur la petite main tendue. Le lendemain, il prit place dans le véhicule de Callister, direction le Texas. Pendant ce temps, Megan préparait l'interview du siècle. Frank Beeman, ancien sergent d'élite, présenté comme mort depuis 7 ans, allait apparaître publiquement. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'au sein même de l'armée, certains n'avaient pas dit leur dernier mot. Le colonel Westmore, mis à pied, planifiait déjà un plan de repli. Il avait des alliés, des hommes qui n'apparaissaient dans aucun organigramme. Il leur donna un seul ordre, empêcher la réapparition de Frank, à tout prix. Dans les plaines du Texas, Frank Beeman vivait dans une ferme isolée, loin de toute ville. Lorsqu'il vit la voiture s'approcher, il sortit sur le perron. Juliette descendit, et derrière elle, Atlas. Ils se fixèrent. L'homme s'agenouilla lentement. Le chien s'approcha, renifla, hésita. Puis il poussa un gémissement rauque, presque humain. Frank tendit les bras. Atlas bondit. Ils s'écroulèrent dans la poussière, enlacés, le chien gémissant, la tête nichée dans la poitrine de son maître. Juliette détourna les yeux. Même Callister avait la gorge nouée. « Tu as survécu, mon vieux » murmura Frank. « Il m'avait dit que tu étais mort. » Atlas leva les yeux, un regard de bête qui avait vu l'enfer et retrouvé la lumière. Frank accepta de témoigner. Il raconta tout. L'embuscade, le disque dur, la fuite, le silence imposé. Il croyait qu'Atlas avait été éliminé, comme tant d'autres preuves. Il n'avait jamais osé revenir. Mais maintenant, grâce à ce chien, il avait une seconde chance. Megan programma une interview exclusive, prévue pour le soir même. Mais à la tombée du jour, alors que l'équipe de tournage installait ses caméras dans la grange aménagée, 2 véhicules noirs s'arrêtèrent à la lisière du champ, sans plaque, sans sirène et sans hésitation. Juliette sentit le danger avant même de voir les hommes descendre. Elle se précipita vers la maison. « Frank, ils arrivent, par derrière, il faut partir. » Frank attrapa son sac, sortit une vieille radio militaire et siffla 2 fois. Atlas se dressa, alerté, prêt,
le soldat et le chien réunis et une dernière bataille à mener. Les 2 véhicules noirs s'immobilisèrent dans un nuage de poussière. 4 hommes en descendirent, casque tactique, fusil d'assaut, communication en oreillette, aucun insigne, aucun mot, des fantômes du système, là pour effacer un témoin. Ils progressèrent rapidement vers la grange, tandis que Megan et ses techniciens paniquaient, débranchant le matériel, tentant de fuir par l'arrière. Juliette les arrêta. « Laissez tout, bougez-vous, ils ne viennent pas pour discuter. » Dans la maison, Frank passa une sangle autour de son torse. Il avait rebranché son ancienne radio, et sur une fréquence oubliée, il appela un code « Echo Charlie 07, priorité alpha ». J'active l'option « Veilleur ». Répétez « Option Veilleur ». Silence. Puis quelques secondes plus tard, une voix grave, lointaine répondit « Reçu, sergent Biman. Appui aérien en observation. Maintenez position et protégez le vecteur. Confirmez présence de l'unité K9 Atlas. » Frank sourit. Il tourna la tête vers le chien. « On n'est plus seul, mon vieux. » Mais les hommes étaient déjà dans le jardin. L'un d'eux lança une grenade fumigène. Une explosion sourde. La fumée envahit le périmètre. L'affrontement éclata. Atlas jaillit de la maison tel un éclair. Il fonça droit sur le premier intrus, le désarma avec une précision chirurgicale. Juliette couvrait la porte d'entrée avec une arme prêtée par Callister. Megan et ses 2 assistants, couchés derrière une botte de foin, filmaient malgré tout. Pas par curiosité, mais par devoir. Ce qu'ils vivaient dépassait le reportage, c'était une révélation. Frank tira 2 balles vers le sol pour dissuader les assaillants de contourner la maison. Puis il ordonna « Retraite vers le silo, c'est notre meilleure position défensive. » Le petit groupe courut, Atlas fermant la marche. Dans le silo, Frank verrouilla la porte métallique. Mais les autres n'abandonnèrent pas. Des coups de feu éclatèrent. Une balle frôla la jambe de Juliette. Un projecteur fut détruit. Les assaillants approchaient. Et c'est là que le ciel se fendit. Un hélicoptère d'observation militaire apparut, volant bas, feux éteints, mais armé. La radio grésilla de nouveau. « Ici, poste Charlie, caméra en place, transmission active vers centre de commandement, laissez tourner, tout est enregistré. » Les assaillants hésitèrent, puis l'un d'eux recula. Un autre tira en l'air, un geste de panique. Le pilote de l'hélicoptère activa alors ses projecteurs, illuminant toute la ferme comme en plein jour. Une sirène se déclencha, suivie d'un message automatisé. « Ceci est une zone sous surveillance fédérale. Toute poursuite d'action hostile sera enregistrée et utilisée devant les juridictions militaires. Vous avez 30 secondes pour déposer les armes. » Les hommes noirs se regardèrent. 2 lâchèrent leurs fusils. Un autre tenta de fuir par la forêt, mais avant même qu'il ne disparaisse, un second hélicoptère surgit de la vallée, l'empêchant de s'échapper. Pris au piège, les 4 mercenaires furent neutralisés sans un seul mort. Juste une fuite avortée et une vérité qu'on ne pouvait plus faire taire. Le lendemain, la vidéo de Megan, enrichie des dernières images tournées pendant l'attaque, fit le tour du monde. Les autorités furent forcées de reconnaître l'existence d'une cellule parallèle ayant agi sans supervision du Pentagone. Le colonel Westmore fut arrêté. Des mandats furent lancés contre d'autres officiers. Et au milieu du chaos, un nom devint symbole, Atlas. Le président des États-Unis, lors d'un discours inattendu, déclara « Nous devons apprendre de nos erreurs, honorer ceux qui ont servi et que nous avons abandonnés. Aujourd'hui, j'annonce la réintégration officielle du sergent Frank Biman dans les archives militaires et la reconnaissance d'Atlas comme chien de guerre décoré à titre posthume. » Mais vivant, Emily suivait tout cela depuis la maison d'Eleanor. Les larmes aux yeux, elle regardait les images d'Atlas projetées à Times Square sur les réseaux, dans les écoles. Il était devenu un héros mondial, pas un chien perdu, pas un fugitif, un symbole de loyauté et de résilience. Et puis, un matin, une voiture se gara devant chez elle. Frank en descendit le premier, puis Juliette, et enfin, Atlas. Emily resta figée sur le seuil. Le chien s'approcha lentement. Elle tendit le bras. Il s'assit devant elle, leva les yeux et posa la patte dans sa main. Sans un mot, elle s'agenouilla, l'enlaça longuement, les joues humides. « Tu es revenu, encore une fois » souffla-t-elle. Frank s'approcha. « Émilie, Atlas a une mission avec moi. On va devoir partir quelque temps. Mais je te le promets, on reviendra. » Elle hocha la tête. Pas de colère, juste de la fierté. Et une promesse muette. Ce soir-là, dans la lumière dorée d'un coucher de soleil texan, le soldat et le chien s'en allèrent vers leur nouvelle mission. Pas pour se battre, mais pour témoigner, pour inspirer,
pour rappeler au monde que parfois, les héros marchent à quatre pattes et portent les cicatrices que nous préférons oublier. Dans les semaines qui suivirent, Frank Byman et Atlas entamèrent un périple à travers les États-Unis. Pas un retour à la guerre, pas une fuite, un voyage, une mission nouvelle, presque sacrée. Raconter leur histoire et celle de tous les oubliés. Ils furent invités à des écoles, des hôpitaux militaires, des centres pour anciens combattants. À chaque étape, Frank parlait. Et Atlas restait là, à ses pieds, calme, digne, portant ses cicatrices comme autant de médailles silencieuses. Mais ce que les caméras ne montraient pas, c'était ce qui se passait entre les mots. Les regards échangés avec les vétérans abîmés, les gémissements d'Atlas chaque fois qu'un soldat amputé posait une main sur sa tête. Les silences lourds, remplis de souvenirs qu'on ne peut ni effacer, ni raconter. Ces moments-là, intimes et vrais, étaient la vraie guérison. Un jour, alors qu'il traversait le Colorado, Frank reçut une invitation inattendue, une cérémonie officielle au Capitole pour remettre à Atlas une médaille spéciale créée en son honneur. La médaille de la résilience canine décernée pour la première fois à un animal ayant sauvé des vies, protégé des secrets d'État et permis la révélation d'un scandale majeur. Frank hésita. Il n'était pas homme à rechercher les projecteurs. Mais cette fois, ce n'était pas pour lui, c'était pour le chien. Alors il accepta. La cérémonie fut organisée dans les jardins du Capitole en présence de sénateurs, de journalistes et d'un millier de citoyens. Emily, bien sûr, fut assise au premier rang, tenue par la main par Juliette Hawkins. Elle portait la robe bleu ciel que sa grand-mère lui avait offerte et un badge en forme de patte accroché à sa veste. Ses yeux brillaient d'émotion. Frank monta sur scène, en uniforme, Atlas à ses côtés, harnais impeccablement ajusté, regard droit, pas un mouvement. « Mesdames et messieurs, déclara Frank en posant sa main sur le micro, je suis ici aujourd'hui pour parler de loyauté. Pas celle qu'on attend des soldats envers leur pays, mais celle qu'un être silencieux, dévoué, a offert sans condition. Quand j'ai été trahi, blessé, laissé pour mort, c'est Atlas qui était resté fidèle. Il a survécu, il a protégé, il a aimé, et grâce à lui, la vérité a été révélée, un silence respectueux suivit. Puis les applaudissements éclatèrent. La présidente du Sénat s'approcha et plaça la médaille autour du cou d'Atlas. Le chien, comme s'il comprenait l'importance du moment, leva la tête, fier et serein. Mais ce que personne ne vit, c'est qu'au fond de la foule, un homme observait la scène les bras croisés. Un ancien soldat, à la barbe poivre et sel, vêtu d'un simple blouson usé. Il s'appelait Raymond Holloway, ancien camarade de Frank, disparu depuis la mission en Afghanistan. Ray n'avait jamais pu digérer ce qui leur avait été fait. Mais ce jour-là, il comprit que la guerre n'était pas finie, qu'il y avait encore des batailles à mener et que parfois elles se gagnaient avec des mots, avec des actes de courage silencieux. Il approcha Frank après la cérémonie. Ils échangèrent un regard, pas besoin de parler, juste une accolade forte, fraternelle. Atlas les observa puis poussa un léger aboiement, comme pour dire « Je vous ai retrouvé ». La reconnaissance officielle changea beaucoup de choses. Des fonds furent débloqués pour enquêter sur les opérations spéciales classées, de nouveaux protocoles furent imposés pour la gestion des unités K9 et surtout, les anciens chiens militaires reçurent enfin un statut clair, celui de vétéran. Frank refusa les caméras qui voulaient suivre son quotidien. Il déclara simplement « J'ai raconté ce que j'avais à dire. Maintenant, il faut laisser place au silence ». Mais un projet particulier vit le jour, en partenariat avec Juliette et Megan Curtis. La création d'un sanctuaire pour chiens militaires retraités, baptisé Camp Atlas, situé au cœur du Montana. Un lieu où les chiens brisés, abandonnés ou oubliés pourraient retrouver une forme de paix. Emily y dessina le logo, un bouclier traversé par une patte et une étoile. Atlas y vécut désormais libre mais jamais seul. Chaque jour, il accueillait de nouveaux compagnons, certains blessés, d'autres simplement vieux. Il les guidait, les rassurait, leur montrait que même après l'oubli, il y avait une suite possible. Emily venait tous les étés. Elle aidait aux soins, racontait son histoire aux visiteurs, dormait dans la cabane où elle et Atlas s'étaient retrouvés la première fois. Et chaque matin, elle retrouvait le chien à la même place, au sommet de la colline, regard tourné vers l'horizon, comme s'il guettait quelque chose ou quelqu'un. Les années passèrent. Camp Atlas grandit. D'un refuge discret au fond du Montana, il devint un symbole national. Des familles de vétérans y venaient pour se recueillir, pour adopter un ancien compagnon d'armes, ou simplement pour se souvenir. L'histoire d'Atlas y était racontée à chaque visite. Pas comme une légende enjolivée,
mais comme un rappel brut et sincère que le courage n'a ni uniforme, ni langage. Émilie grandit. À 16 ans, elle écrivait déjà un livre sur les chiens de guerre. Elle s'impliquait dans les projets du sanctuaire, s'occupait des nouveaux pensionnaires avec tendresse. Elle n'était plus la petite fille tremblante trouvée dans une forêt, mais une jeune femme déterminée, guidée par la fidélité inébranlable d'un chien. Et pourtant, au fond d'elle, une inquiétude ne la quittait pas. Atlas vieillissait. Il avait survécu à la guerre, à l'abandon, à la traque, aux cicatrices visibles et invisibles. Mais il ne pouvait vaincre le temps. Il ralentissait, dormait davantage. Les vétérinaires disaient qu'il allait bien, mais Émilie voyait bien la différence. Il la suivait toujours sur la colline, mais ses pas étaient de plus lourds, son souffle plus court. Un matin d'automne, alors que le givre couvrait les herbes du sommet, Émilie monta comme à son habitude. Atlas l'attendait déjà, assis, immobile, tourné vers l'est. Elle s'approcha, s'agenouilla près de lui et posa une main sur son poitrail. « Tu sais que tu peux te reposer maintenant, dit-elle doucement. Tu n'as plus à te battre, plus jamais. » Atlas tourna la tête, posa son museau contre son épaule, puis il ferma les yeux. Il ne s'endormit pas tout de suite. Il resta là, contre elle, le cœur battant lentement, profondément. Puis, comme un soldat en fin de veille, il s'éteignit. Émilie ne pleura pas tout de suite. Elle resta là, longtemps, en silence, les bras serrés autour de lui. Le vent soufflait doucement sur la colline. Il n'y eut pas de drame, pas de cri, juste la fin d'un chapitre, et le début d'un autre. Franck creusa lui-même la tombe à l'ombre d'un vieux pin. À côté d'elle, une stèle fut dressée, sobre, Atlas, guerrier, témoin, ami. Les jours suivants, des lettres affluèrent du monde entier. Des enfants, des soldats, des familles brisées. Tous racontaient ce que l'histoire d'Atlas avait changé dans leur vie. Il devint bien plus qu'un chien militaire. Il devint un pont entre ceux qui savent ce que signifie se battre et ceux qui apprennent à écouter. Le gouvernement lui accorda à titre posthume la plus haute distinction canine existante. Mais pour Émilie, cela ne changeait rien. Ce n'étaient pas les médailles qu'elle gardait dans son cœur, c'étaient les souvenirs, les silences, les regards, les soirs où elle pleurait et où une présence silencieuse restait à ses côtés sans jamais demander pourquoi. Des années plus tard, Émilie, devenue vétérinaire spécialisée dans les chiens de service, revint au sommet de la colline avec sa propre fille. Elle lui montra la pierre, lui raconta l'histoire, et l'enfant, les yeux grands ouverts, demanda « Tu crois qu'il m'aurait protégé, moi aussi ?» Émilie sourit. « Il t'aurait suivi jusqu'au bout du monde. » Et là, dans cette lumière dorée que seules les fins d'automne savent offrir, une brise soudaine fit frémir les feuilles. Comme un souffle ancien, comme un adieu. Camp Atlas existe encore aujourd'hui. Il accueille des dizaines de chiens chaque année. Et dans le bureau principal, au-dessus du seuil, on peut lire une phrase gravée dans le bois. Il ne parlait pas, il n'obéissait plus, mais il se souvenait. Et c'était suffisant pour changer le monde. Parce que parfois, il suffit d'un chien pour faire tomber une conspiration, d'un enfant pour offrir une seconde chance, et d'un combat silencieux pour redonner une voix à ce que le monde avait effacé.